Je donne la parole à Sébastien Fagnan qui va nous parler de transfert de gestion d'une parcelle qui jouxte le réservoir du Cochin. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de la création d'une liaison piétonne dans le quartier de la Montquentin a été prévu l'aménagement d'un salon paysager sur une parcelle appartenant au ministère de la Défense. L'examen de cette parcelle a révélé la présence au sous-sol d'une chambre de vanne du réservoir du Cochin. Donc, cette chambre de vanne est indissociable du réseau d'eau qui alimente le port militaire. Donc, pour des raisons de confort, a été prévue non pas une cession, mais une convention de transfert de gestion entre la ville, entre le ministère de la Défense et la ville de Cherbourg-Octeville. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Voilà, et de permettre donc la réalisation d'une opération qui sera quasiment l'une des opérations de clôture de l'opération de renouvellement urbain. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, c'est le renouvellement de la convention avec la communauté urbaine qui concerne l'instruction des autorisations d'occupation des sols. Tout à fait, c'est une délibération assez commune, assez banale, donc il y a nécessité de la présenter plus en profondeur. Donc il s'agit simplement d'autoriser le maire à signer la convention pour intervenir avec les services de la communauté urbaine pour fixer les modalités de mise à disposition des services de la CUC pour les instructions des demandes d'autorisation d'occupation et d'utilisation des sols. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Toujours dans le cadre des conventions, cette fois-ci une convention de servitude, donc en ce qui concerne la distribution publique d'électricité. Tout à fait. Il s'agit là d'autoriser ERDF à implanter dans l'impasse Squanard une canalisation sur une longueur totale d'environ 13 mètres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, est une délibération qui va permettre de régulariser donc, une situation, à savoir la rétrocession d'espaces verts donc, qui sont dans l'enceinte du lycée Jean-François Millet. Tout à fait. Suite au transfert de propriété par la CUC à la région Basse-Normandie du lycée Jean-François Millet, il est apparu que 2 parcelles appartenaient à la ville de Cherbourg-Octeville. Et donc, par cette délibération, il vous est proposé d'acter la rétrocession en faveur de la région Basse-Normandie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, délibération très attendue, donc la mise en œuvre d'une passerelle donc en franchissement du bassin du commerce. Donc c'est l'adoption de l'avenant à la convention tripartite entre Port Normand Associés, la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Cherbourg-Octeville. Tout à fait. Nous examinons aujourd'hui un avenant donc, à la convention tripartite entre Port Normand Associés, la communauté urbaine de Cherbourg et la ville de Cherbourg-Octeville concernant la passerelle piétonne et cycliste de franchissement du bassin du commerce. Une convention avait été signée suite au conseil municipal du 15 décembre 2011. Après 2 appels d'offres infructueux, la 3e consultation a eu une issue positive, une consultation qui s'est tenue au mois de juin dernier, mais qui a abouti à une réévaluation budgétaire de l'enveloppe initialement prévue. Cette modification budgétaire entraîne la répartition à part égale entre la CUC et la ville d'une somme de 931 000 €. Pour faire un rapide historique, Monsieur le maire pourra le rappeler tout à l'heure, la passerelle est partie prenante du projet urbain qui rassemble la phase de rénovation du centre-ville historique. On a eu le plaisir, il y a quelques jours, d'inaugurer la place de Gaulle, qui était une vraie réussite, avec plus de 2000 personnes présentes, et la création du quartier des bassins. Donc cette passerelle est éligible dans le cadre de la programmation des fonds FEDER 2014-2020 au titre de la mobilité durable. Voilà pour cette délibération. On peut également ajouter que la région Basse-Normandie étant fléchée par l'Union européenne comme région dite en transition, ce taux de subvention peut s'élever jusqu'à 60%. Demande de parole, Monsieur Marguerite. Oui, Monsieur le maire, je pense que si je n'avais pas pris la parole sur ce sujet, vous auriez été étonné. Tout à fait, tout à fait. Parce que nous voici, je pense, au cœur de le principal sujet de ce conseil municipal. Et pour une fois, j'aurais préféré que vous restiez dans l'indécision sur ce sujet. Pourquoi? Parce que, vous allez me dire, les élections municipales ont tranché la question. Eh bien, je ne le crois pas, Monsieur le maire. Parce que pendant les élections municipales, vous aviez parlé d'un chiffre, en effet, puisqu'on apprend qu'il y a un dérapage, plutôt de 2 200 000. Je vous disais déjà 3 millions, vous disiez c'est pas vrai. Et nous voici à plus de 4 millions, sans bien sûr compter le fonctionnement. Et je souhaiterais, pour que ce soit clair pour tout le monde, essayer de mettre un rapport à peu près. Qu'est-ce que représente 4 millions, plus de 4 millions d'euros, sans parler du fonctionnement annuel et du coût que cela va générer, et peut-être encore plus finalement que ce qui est indiqué aujourd'hui.
Cela représente à peu près 2 IRM, ça représente 20% de baisse de recettes fiscales pour la ville de Cherbourg-Octeville et ça représente à peu près une demi-patinoire. Une demi-patinoire, ce qui aurait été, en fait, ça voudrait dire, en réalité, puisqu'une patinoire c'est à peu près 8 millions d'euros, ça voulait dire que nous aurions pu faire la patinoire en ne faisant pas la passerelle, en trouvant les financements avec les autres collectivités du Cotentin, ce que nous souhaitions. Sur ce sujet, je souhaite le dire, il y a un point d'affrontement, d'achoppement qui est extrêmement important. Je ne veux pas refaire la campagne municipale, monsieur le maire, mais en revanche, je ne peux pas dire que le sujet a été tranché, puisque devant les Cherbourgeois-Octevillais, ce n'est pas le montant qui a été annoncé, et que, vous le savez certainement, monte la contestation sur ce sujet, et que l'opposition prendra toutes ses responsabilités et fera tout ce qui est en son pouvoir, y compris sur le plan juridique, pour que ne se fasse pas cette folie budgétaire. Nous sommes dans un contexte de finances publiques qui est extrêmement contraint, nous en reparlerons tout à l'heure. Dans ce contexte de finances publiques restreint, à quoi bon ce type de fantaisie? Alors que nous aurions pu privilégier des investissements stratégiques, nous voici face à un investissement qui initialement était annoncé en même temps que l'ouverture des ELEIS, qui est maintenant 2, 3 ans, 4 ans plus tard peut-être, avec un coût qui est le double de celui qui a été annoncé. Alors notre opposition, monsieur le maire, elle est claire sur ce sujet, elle est déterminée, elle est totale, et nous allons la poursuivre au-delà du conseil municipal. Et je vais vous faire une proposition, monsieur le maire. Le président de la République que vous soutenez, François Hollande, disait ce midi que les référendums locaux pouvaient être une solution pour dénouer les problèmes. Eh bien, ce président que vous soutenez, François Hollande, écoutez-le et proposez un référendum local sur un sujet qui, encore une fois, n'a pas été tranché, puisque le coût n'était pas celui annoncé. Et le contexte de finances publiques s'est encore dégradé par rapport aux élections municipales. Okay. Deux éléments, donc, je ferai un élément de réponse tout à l'heure, mais Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Si. Sinon, voilà. Comme vous le savez, monsieur Marguerite, comparaison n'est pas toujours raison. Évoquer l'abandon du projet de passerelle pour une patinoire. Vous l'avez rappelé, à juste titre, une patinoire, c'est 8 millions d'euros. Vous parlez des coûts de fonctionnement. Il aurait été bon de rappeler les coûts de fonctionnement de la passerelle qui sont de 17 000 euros annuels et le coût de fonctionnement d'une patinoire qui s'élève, je parle sous le contrôle de mon collègue 500 à 600 000 euros. Pour être toujours dans la comparaison, le skatepark de Cherbourg-Octeville, qui est plébiscité aujourd'hui par les jeunes, c'est un équipement structurant du nouveau quartier des bassins, coûtait 400 000 euros. Le coût de fonctionnement d'une patinoire, c'est un skatepark et demi par an. On a quand même un delta qui est, vous le reconnaîtrez, assez conséquent. Et vous l'avez dit vous-même, on ne va pas refaire le débat des élections municipales, mais vous évoquez une contestation. Je pense qu'il est bon parfois de savoir sortir de son cercle et s'ouvrir aux autres Cherbourgeois-Octevillais au risque de tourner un peu en rond. C'est tenu il y a peu de temps le conseil de quartier centre-ville, dont vous êtes membre. Vous n'aviez pas pu, pour des raisons qui vous appartiennent, être présent ce soir-là. Au cours de ce conseil de quartier, j'ai eu le plaisir de présenter un bilan du projet urbain d'attractivité du centre-ville historique, auquel pas grand-chose à voir, surtout été mené par mon prédécesseur, Madame Gosselin-Fleury. Et au cours de ce conseil de quartier, on avait beaucoup de membres, d'habitants présents, et dont des personnes qui siègent aujourd'hui dans cette assemblée municipale et qui sont membres de votre groupe. Il n'y a pas eu de contestation. Personne n'a remis en cause ce projet. Et il y a eu des interrogations. Savoir si la passerelle est amovible, comment ça allait se passer, notamment avec la criée et les pêcheurs. On a pu rappeler à ce moment-là qu'au moment de l'émergence de ce projet a été menée une consultation avec tous les usagers du bassin du commerce et que nous avons pu trouver un certain nombre de points de convergence qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sur ce dossier. Donc cette contestation sur ce conseil de quartier où il y avait près d'une 60aine d'habitants n'a pas eu lieu. Lorsque collègues et moi-même, nous sommes présents 7 jours sur 7 à Cherbourg-Octeville, nous discutons avec les habitants, nous n'avons pas de remontée de ce genre. Et surtout, et moi-même à mon propre étonnement, peut-être parfois, autant ce sujet a pu cristalliser certaines tensions il y a quelques mois, lorsque nous discutons avec les habitants, maintenant que les espaces publics sont achevés sur le centre-ville historique, donc place de Gaulle que nous avons inauguré, l'esplanade de la laïcité que nous inaugurerons bientôt, quartier des bassins qui prend forme, puisqu'il faut sortir aussi un peu des postures. Cette passerelle n'est pas là pour aller aux ELEIS, mais rappelons quand même qu'au-delà du bassin du commerce, il y a des quartiers qui existent à Cherbourg-Octeville, et notamment ce nouveau quartier des bassins. Et maintenant, les gens se rendent compte qu'il y a un chaînon manquant, qu'il manque quelque chose. On regarde, on prend un peu de recul sur la situation à Cherbourg-Octeville. Vous avez deux possibilités pour traverser d'est en ouest notre ville et notre agglomération. La première, c'est le pont tournant. C'est un bel ouvrage, mais il est difficilement modifiable. Ensuite, c'est le carrefour de la gare. Je pense que chacun le reconnaîtra ici, et on ne peut plus hostile aux cyclistes et aux piétons.
Et il manque cette liaison douce, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi cette passerelle est éligible au fonds FEDER pour, et je l'espère, en tout cas c'est ce qui est porté par le président de la communauté urbaine et par le maire de Cherbourg-Octeville, que cette passerelle soit éligible et que nous puissions recevoir des subventions à ce titre. Sur la mobilité durable, nous aurons maintenant un lien pérenne entre les deux rives du bassin du commerce, mais au-delà, entre les quartiers ouest et est de Cherbourg-Octeville. Voilà pour les précisions que je souhaitais apporter. Je ferai une réponse tout à l'heure globale. Je laisse la parole pour sa première intervention donc à Madame Rousseval. Oui, merci. Donc, pour répondre à M. Fagnon, parce que la personne présente au conseil de quartier qui n'a pas réagi la semaine dernière, c'est moi. Voilà. Tout simplement, je n'ai pas réagi pour deux raisons. La première, c'est que le sujet allait être débattu aujourd'hui. La deuxième, c'est parce que les gens qui ont posé des questions sur la passerelle, c'était surtout des gens qui étaient intéressés par la circulation des cyclistes. Voilà. Donc, je n'avais pas à intervenir là-dessus, puisque le cyclisme, c'est une commission à part. Ce sont des gens qui ont leur vision des choses, et je n'ai pas à venir monter au front là-dessus, tout simplement. Pour revenir sur la question de la passerelle et ne pas parler forcément du coût exorbitant et de comparer ce qu'on pourrait faire de cet argent-là, parce que moi je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, j'ai simplement une question un peu d'actualité, ça va être concernant la tollship. Oui. Voilà, la tollship qui est dans les tuyaux là, donc depuis une petite quinzaine de jours et dont tout le monde parle. Tout simplement, est-ce que cette passerelle ne va pas tout simplement gêner la venue des grands voiliers, tout simplement? Est-ce qu'on ne sait pas? Parce que je vois monsieur qui dit non. Il y a peut-être des commissions de sécurité qui vont devoir trancher sur le sujet. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à accueillir des grands bâtiments de la marine? Oui, tout à fait. Voilà, ce sont des choses comme ça. Je pense aussi qu'il faut se poser ce genre de questions. Ouais. Voilà, okay. Tout simplement. Je laisse sur ce point particulier Michel Louiset répondre en tant que membre de Port Normand Associé, mais je rappellerai que le bassin du commerce, il fait 450 mètres de long, que la passerelle, elle aura aussi un ponton d'accostage, etc. Donc, Michel, je te laisse. Oui, c'est vrai, toutes ces questions, bien évidemment, ont été envisagées avant la décision de réaliser cette passerelle, de son positionnement et de sa conception. La négociation a eu lieu avec l'ensemble des pêcheurs et en particulier le comité local des pêches. C'est la raison pour laquelle nous avons reconstitué des pontons qui nous permettent de faire des éléments d'accostage supplémentaires côté crié dans le bassin du commerce. Vous avez pu noter que, je ne sais pas si la présentation de la passerelle a été faite, mais le ponton lourd sur lequel étaient les grosses vedettes va être supprimé. Et à ce titre-là, nous allons récupérer une surface de bassin qui permettra tous les évitements à l'intérieur du bassin du commerce tel que la passerelle est positionnée. Ça veut donc dire qu'on pourra continuer à faire rentrer le Belém, qu'on pourra continuer à faire rentrer le Glaive, on pourra continuer à faire rentrer tous les bateaux qui rentrent actuellement. Le seul contrainte que nous ayons, c'est la largeur au pont tournant, puisque la largeur de la passerelle sera plus importante. La largeur de passage au niveau de la passerelle sera plus importante que la largeur de passage au niveau du pont tournant. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de contrainte particulière pour pouvoir faire rentrer et les vieux gréements et les bateaux de la Marine nationale, tout au moins ceux qui y rentraient par le passé, puisque en tout état de cause, les autres ne pourront pas y accéder. La zone d'évitement a été réfléchie, toute cette concertation a eu lieu avec le pilotage, avec les affaires maritimes, avec les pêcheurs, donc il n'y a aucun problème technique au fonctionnement de cette passerelle. Madame Herry, vous souhaitiez prendre la parole? Non, non. Non, d'accord, ok. Non, c'est Madame Huette, excusez-moi, Madame. Je pense quand même qu'un jour, il y aura un problème avec un bateau de pêche, parce que vous avez... Est-ce que vous avez calculé le nombre de rotations? Et c'est quand même assez compliqué à gérer. Et puis d'autre part, dans votre évaluation financière que j'ai lue dans le livre, il n'y a pas de travaux sur les quais, ils ne sont pas notés. Il n'y a pas l'assurance, les frais administratifs, les gros entretiens, les frais d'inspection. Il y a un tas de choses qui ne sont pas comptabilisées. Monsieur Louiset, juste pour cet aspect, parce que ça a été également prévu. Bien sûr. En particulier pour les bateaux de pêche, on pouvait penser qu'il puisse y avoir un accrochage, par exemple, entre le bateau de pêche et la passerelle. C'est la raison pour laquelle il a été mis à l'entrée et de chaque côté de la passerelle ce que l'on appelle des ducs d'albes, qui
qui permettent justement l'évitement et éviter les accrochages entre les ouvrages maritimes et les bateaux qui les franchiront. Donc, sincèrement, tous ces sujets-là ont été vus, tous ces sujets-là ont été bien appréhendés. Il n'y a pas de problème technique particulier à la mise en œuvre de cette passerelle. Ok, Monsieur Bourdon, et puis je donne la parole ensuite à Monsieur Arrivé ou Madame Lemonnier. Oui, je voulais m'adresser à Monsieur Fagnan, puisque j'ai l'impression que nous ne côtoyons pas le même public, puisque moi, je travaille dans une grande entreprise où je suis amené à discuter de beaucoup de choses, et je suis surpris d'entendre dire qu'au conseil de quartier, les gens ont l'air vraiment satisfaits de cette passerelle, qu'elle a l'air exceptionnelle. Moi, après... si elle avait été vraiment moins chère, peut-être que, oui, effectivement, il y aurait eu vraiment une utilité, pourquoi pas. Moi, je pense qu'à ce prix-là, en tant que citoyen, là, je ne parle même plus en tant qu'élu, je trouve ça inadmissible. Moi, quitte à avoir des lubies, à vouloir dépenser 4 millions d'euros, je dis, bah, mettez-les à l'hôpital, puisque, a priori, il y a énormément de soucis. On ne va pas rentrer dans ce... Monsieur Bourdon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Voilà, bon. Et si vous êtes si sûr de vous, pourquoi vous refusez un référendum? Peut-être qu'effectivement, nous nous trompons. Peut-être. Moi, je veux bien me remettre en question, que nous remettions en question, mais moi, je peux vous dire, je vais me battre tous les jours pour éviter que cette passerelle se construise. J'irai voir les gens, faire du porte-à-porte, je leur demanderai à ce qu'ils vous écrivent pour justement contester cette lubie. Ok. Monsieur Arrivé. Oui, je ne vais pas répondre à Monsieur Bourdon sur la lubie. Je pense que nous avons suffisamment dans les mois qui viennent, dans les mois passés, pardon, et probablement dans les mois qui viennent, argumenté sur le bien fondé de cette passerelle, à la fois sur le plan de l'urbanisme et puis sur la capacité à créer du lien entre les deux rives, entre ce qui a été créé dernièrement et puis le centre-ville historique. Moi, je voudrais simplement revenir sur les propos de M. Marguerite et sur la patinoire. Effectivement, une patinoire, c'est 8 millions d'euros. Et la Fédération des sports de glace estime d'ailleurs que le fonctionnement, c'est ce que Franck Tison disait tout à l'heure, est à peu près de 500 000 euros par an de coût de fonctionnement. Donc 8 millions d'euros d'investissement, 500 000 euros de coût de fonctionnement, c'est quand même un élément structurant. Moi, je pense que vous êtes dans l'erreur quand vous opposez la passerelle et la patinoire. Ce n'est absolument pas des équipements comparables. L'utilité n'a rien de même. Lorsque vous évoquez l'attractivité, nous avons beaucoup parlé au Conseil de communauté urbaine d'attractivité. Et sur la patinoire, je vous rappelle que déjà pendant la campagne, nous vous avions répondu que nous y étions favorables à la patinoire. J'ai moi-même porté le dossier, vous le savez très bien, au syndicat mixte du Cotentin, avec d'autres élus ici présents, puisque vous parlez de gaspillage d'argent public, mais moi je vais vous parler d'injustice fiscale. Les Cherbourgeois octolivillés et les habitants de l'agglomération n'ont pas vocation à payer seuls un outil de pays et un outil structurant capable de servir les intérêts de l'ensemble des habitants du Cotentin. Nous avons donc porté il y a peu ce débat au syndicat mixte du Cotentin pour convaincre l'ensemble des collectivités de notre territoire de nous rejoindre sur ce dossier pour qu'il y ait un financement commun et participatif pour réfléchir à la mise en place de cet équipement. Donc cessez d'opposer deux équipements qui n'ont rien à voir. Rejoignez-nous dans notre combat pour que cette patinoire soit financée à l'ensemble du territoire. Vous m'avez déjà rejoint, et je m'en suis félicité au dernier conseil, sur le Grand Cotentin. Rejoignez-nous demain, Monsieur Marguerite, pour que cette patinoire puisse obtenir l'approbation de tous les élus du territoire. Florence Lemonnier. Oui. Alors, en tant qu'écologiste, nous sommes en faveur d'une densification de l'habitat en ville, et c'est ce qui a été fait dans la ZAC des Bassins. Mais on ne peut pas repenser l'habitat sans tenir compte des circulations qu'une augmentation de population engendre. C'est donc dans sa globalité que ce projet se conçoit. Donc, comme il était commencé, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et par ailleurs, il faut également tenir compte des conséquences environnementales d'un développement. Et un développement des modes doux, comme l'impliquera cette passerelle, est une bonne solution pour relier la ZAC des Bassins et plus largement le quartier du Val-de-Serre et le centre-ville historique qui vient d'être rénové. Pour nous, donc, c'est une bonne mesure. Alors, Monsieur Sauter, tu avais demandé la parole en premier. Monsieur Sauter.
Je vous remercie d'insister sur Monsieur Sauter et non pas Monsieur Sautard ou Chautard. Non, mais n'essayez pas de travestir mon nom, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur Arrivé, la politique, c'est faire des choix. Et sachez qu'on n'oppose pas la passerelle à la patinoire, on oppose un investissement à un autre investissement. On oppose de l'argent à de l'argent. Pour nous, il y a des priorités. La priorité, c'est de faire une patinoire, non pas une passerelle. Et vous nous parlez de coûts de fonctionnement. Bien évidemment, on en a conscience que faire fonctionner une patinoire, c'est plus cher que faire fonctionner une passerelle. Mais pensez un peu aux recettes. Bien évidemment, les personnes qui viennent faire de la patinoire... Bon. Oui. Bon. Oui, mais bon. Très bien. Et en termes d'attractivité, je pense qu'on peut imaginer une personne de Valognes venir faire de la patinoire plutôt que se dire youpi, c'est samedi, je vais traverser le bassin du commerce. Très sincèrement. Monsieur Sauter, cette patinoire ne pourra pas être installée sur le site actuel et il est fort probable que nous ne pourrions pas l'installer en centre-ville. Tout à fait, mais c'est pas en dépensant 4 millions d'euros dans une passerelle qu'on va réfléchir à comment faire une patinoire. Je pense que il faut faire des choix. Et justement, on en fait. Justement, Monsieur Houlgate, est-ce que vous avez réfléchi à toutes les préoccupations, notamment celles des commerçants en termes d'attractivité ? On va en parler. Alors justement, c'est pour ça que... Bon, excusez-moi. Voilà. Moi, je n'ai pas fini mon raisonnement et je veux vous dire que la passerelle, elle n'est pas là pour amener des personnes en centre-ville, au contraire. Vous savez ce qui va se passer, c'est que les personnes, elles vont venir se garer gratuitement en place d'Yvette pour aller faire leurs courses aux Éléis. Et vous croyez très sincèrement que les personnes... Il y a un parking gratuit aux Éléis. Oui, sauf qu'il ne va pas le rester éternellement. Et lorsqu'il va le redevenir payant, les personnes vont se garer place d'Yvette ou ailleurs pour ne pas payer leur parking. Et vous les croyez vraiment capables de revenir avec leur yaourt, leurs œufs, leur crème, les laisser dans leur coffre pour aller faire des courses dans le centre-ville? Non, mais moi, je veux parler concrètement. On côtoie les Cherbourgeois Octevillais tous les jours. Il y a des préoccupations concrètes qui sont celles-ci. Les personnes ne vont pas traverser la passerelle pour revenir consommer dans le centre-ville, très sincèrement. Ok. Monsieur Marguerite, et puis après je vous fais une intervention. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Je voudrais répondre au président de la communauté urbaine. Par rapport à ce qu'il a dit, mon collègue Pierre Sauter vient de le dire, faire de la politique, c'est faire des choix. Et que là, on observe qu'il y a donc 4 millions, plus de 4 millions, avec les coûts de fonctionnement, de disponibles en période contrainte. Vous savez très bien que dans le mandat, vous aurez une véritable difficulté à engager d'autres investissements structurants. Et donc, vous avez fait ce choix de la passerelle. Si on le met, monsieur Arrivé, en relation avec la patinoire, c'est qu'il y avait un autre choix stratégique tourné vers l'attractivité de notre territoire. Quand j'observe les réactions de votre majorité sur la patinoire, qui semble freiner pour qu'il y ait une patinoire. D'ailleurs, pendant votre campagne électorale, vous avez été tout sauf clair sur ce sujet. Pas du tout. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Laissez-moi terminer mon raisonnement, s'il vous plaît. On se respecte. Quand j'entends votre majorité qui insiste lourdement sur le déficit structurel qu'engendrerait une patinoire, je me dis qu'en effet, ce n'est pas votre majorité qui fera la patinoire. Je veux bien donner acte à monsieur Arrivé de sa bonne foi quand il essaye de faire des choses pour que la patinoire puisse se faire à l'échelle du Cotentin. Néanmoins, vous êtes issu d'une majorité où Bernard Cazeneuve, en janvier 2010, au moment de ses vœux, disait la patinoire ce sera réglé dans les 6 mois. Ça fait 4 ans que le dossier est dans l'enlisement, que rien n'a été réglé. Donc non, monsieur Arrivé, je ne vous rejoins pas sur ce sujet. Et je précise que sur l'affaire du Grand Cotentin, je le redis, puisque vous semblez très attaché à ce que je puisse rejoindre votre position sur ce sujet. J'ai dit qu'il y a eu les élections législatives qui sont passées, qu'au moment des élections législatives, j'ai prôné une communauté urbaine et un Cotentin rural dans une grande communauté, que les élections législatives, ça n'a échappé à personne, nous ne les avons pas gagnées. Donc, notre position a en effet évolué, que nous sommes favorables dans le cadre de la Normandie réunifiée à une collectivité sous une forme juridique qui reste à définir, avec des compétences qui restent à définir, mais que cette grande collectivité n'a pas vocation à exporter les impôts dans le Cotentin rural. Voilà ce que j'ai dit. Donc votre position, je ne l'ai pas rejoint. En revanche, je suis ouvert au dialogue, comme nous pouvons le faire d'ailleurs au sein de l'Assemblée de notre communauté urbaine. Sur la question de la passerelle, vous avez compris notre position. Je ne vais pas élargir plus. Je ne veux pas répondre à M. Fagnan parce que ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, on dira chacun qu'on n'a pas vu les mêmes Cherbourgeois Octevillais, et c'est la réalité, parce que je suis désolé, c'est pas du tout ce qu'on entend sur cette préoccupation, parce que les gens ils se disent pourquoi pas une passerelle, mais à 4 millions, on aurait pu faire autre chose. La politique, en effet, ça consiste à faire des choix.
Et moi, je voulais signifier aux chers bourgeois octevillais que nous n'aurions pas fait ces choix-là. Nous l'avions dit pendant la campagne. Nous le redisons aujourd'hui et nous le disons d'autant plus que le coût a explosé. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Catherine? Parce que peut-être que vous pourriez vous exprimer publiquement si vous êtes... Oui, ben, merci. Merci de me donner le droit. Merci de me donner le droit de penser. C'est sympa. Merci, j'apprécie. OK. Benoît Rivet, Jean Lagarde, et puis après oui. je fais... Simplement quelques mots, Monsieur Marguerite. Mais au dernier conseil de communauté urbaine, dans la présentation du DOB, j'ai essayé d'intervenir sur une vision stratégique du territoire, sur une capacité à se projeter demain. Et c'est pour cela que nous continuons à investir, vous l'aurez remarqué, sur à la fois un projet stratégique, mais par exemple sur le numérique, sur les EMR. C'est la capacité à préparer le territoire aux grands enjeux qu'il devra affronter demain. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous associez patinoire et attractivité, vous êtes dans l'erreur. Une patinoire aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, lorsqu'on regarde ce que les villes aujourd'hui qui disposent d'une patinoire nous disent là-dessus, une patinoire a été par le passé, effectivement, vous avez raison de le souligner, mais j'insiste, par le passé, un élément d'attractivité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est probablement, et là-dessus, je peux vous entendre, un produit d'animation, mais pas d'attractivité. Donc cessez d'associer, de faire croire que c'est un élément d'attractif, ce n'est plus un élément d'attractivité d'un territoire et de valorisation d'un territoire. À titre personnel, je continuerai avec d'autres élus qui siègent au syndicat de porter ce débat au niveau du Cotentin, au titre de l'animation, mais cessez de faire fausse route. Ne croyez pas qu'aujourd'hui une patinoire est un élément attractif. L'attractivité, c'est ce que nous faisons sur le numérique et sur les grands sujets que je vous ai présentés lors du dernier conseil de communauté urbaine. OK. Jean Lagarde et puis... Oui, monsieur le maire, avant que vous puissiez répondre à toutes les interventions, on sent bien que le climat est chaud bouillant. C'est particulièrement intéressant, on le reconnaît, le dynamisme de la jeunesse, ça fait plaisir à voir. Ceci dit, la passerelle, je dirais que c'est une bonne chose. Pour une fois, on entend souvent dire le contraire, qu'un engagement politique est tenu. Il est tenu. Les financements, j'ai eu la chance d'être aux finances de la communauté urbaine pendant plus de 14 ans. Et on savait très bien que les dotations allaient diminuer. Au niveau des budgétaires de la communauté urbaine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est prêt à avoir le choc ou je dirais le coût supplémentaire de cette passerelle. Habitants le quartier. Il y a plus de 1000 habitants dans ce quartier de la place d'Yvette. Eh bien, ils sont aussi satisfaits de voir la passerelle qui va se mettre en place qu'ils sont satisfaits de voir l'aménagement de la place du château. Et c'est pas de dire j'y bosse, j'y habite. Le référendum, auprès, l'engagement est tenu, il n'y a pas besoin de référendum. Le référendum, voilà, il a été fait aux élections municipales sur la base du programme qui a été voté majoritairement par les habitants. Alors de dire, oui, mais il y a une différence de coût. Oui, on en verra bien d'autres, vous en verrez bien d'autres, et vous en verrez bien d'autres aussi à l'avenir. Donc ce n'est pas véritablement un critère. Je dis, les engagements sont tenus, le coût va être fait, va être payé sans augmenter d'impôts et pas à la place d'autre chose. Non, je pense qu'il faut raison garder. Il faut son calme garder. Je n'irai pas faire des pétitions, puisque, je le dis, les élections ont montré que les chers bourgeois étaient pour que cette passerelle se fasse. Bah, ma foi, allons-y. Allons-y. OK. Je voudrais quand même faire quelques éléments d'intervention. Attendez, je coupe les micros. Voilà, il y aura des prises de parole après. Bon, je veux dire, si on fait cette passerelle, ce n'est pas pour le plaisir de faire une passerelle. C'est une décision qui a été mûrement réfléchie et qui correspond à une vision que nous avons de la ville. Alors je sais que nos propos sont inconciliables et nos vues sont inconciliables sur le sujet. Nous avons une vision d'une ville moderne, d'une ville dynamique. Et cette passerelle, elle a, en fin de compte, 3 fonctions. La première fonction, c'est une fonction urbaine. Et on en a beaucoup parlé, ça a été développé. La fonction urbaine, c'est quoi? C'est tout simplement de relier les deux quartiers, les deux rives
de ce bassin du commerce, qui est beaucoup trop long, qui est une coupure. On a souvent dit et que Cherbourg, Octeville et Cherbourg étaient une ville hémiplégique. Une ville hémiplégique, ça veut dire que d'un côté, le cœur historique est le Vivet, et de l'autre côté du pont tournant, et le pont tournant a été souvent un marqueur symbolique dans l'histoire de notre ville, que de l'autre côté du pont tournant, il ne se passait pas grand-chose. Eh bien, nous voulons rompre avec cette logique et faire en sorte que ce quartier des bassins soit le véritable cœur d'une nouvelle agglomération qui soit en capacité non seulement de rayonner sur son bassin de vie, mais de rayonner largement au-dessus. Cette passerelle, elle va donc, en termes urbains, jouer le rôle de liaison. Et ça nous paraît extrêmement important. Et puis, de façon connexe, moi je suis persuadé, parce que comme tout un chacun, comme vous aimez la ville, vous vous promenez, et souvent le dimanche, moi je me promène. Et je vois un peu la frustration des gens qui ne font pas le tour de ce bassin du commerce. C'est un lieu de déambulation. Et ça sera un lieu de déambulation. Au-delà de sa fonction de relier les deux rives, c'est quelque chose qui, et je pense, ne doit pas être négligé. Deuxième fonction, on en a peu parlé, elle a une fonction économique. On a toujours dit que le quartier des bassins, que le centre commercial des Éléis, c'était une locomotive. Et que sur cette locomotive, il fallait accrocher les wagons du cœur historique. Eh bien, c'est ce que fait cette passerelle. Elle permet de relier la locomotive Les Éléis au reste de la galerie marchande, c'est ce qu'on dit souvent, du cœur historique. Et à ce titre, on ne peut aussi se féliciter que ces perspectives de passerelle ont créé aussi une nouvelle dynamique. On en parlera peut-être dans les questions diverses, mais on se rend compte que, par exemple, il y a un secteur qui reprend de la commercialité, c'est celui des quais. Celui des quais, il reprend de la commercialité et on ne peut que s'en féliciter. On ne peut que se féliciter qu'il y ait un investisseur privé, Jean-Pierre Yvon notamment, qui ait repris la Banque de France. Et en reprenant la Banque de France pour créer et pour développer la manufacture des parapluies de Cherbourg, eh bien lui, il le fait bien évidemment dans la perspective aussi de pouvoir utiliser cette passerelle. Cette passerelle, elle a donc une fonction urbaine, un rôle économique. Et puis il y a quelque chose dont on a peu parlé, mais et je pense que c'est important et c'est non négligeable. La passerelle, elle a aussi une fonction symbolique. Et c'est un élément d'identification d'un territoire. C'est un marqueur, en quelque sorte. Et on ne peut aussi se féliciter de la qualité architecturale. L'architecte Fechtinger, je dirais quelques mots, c'est lui qui a fait la passerelle Simone de Beauvoir à Paris, c'est lui qui a fait la passerelle de la Paix à Lyon, c'est lui qui a fait le pont passerelle du Mont-Saint-Michel. Je peux donner des comparaisons de coûts. Fechtinger a travaillé donc sur le franchissement du Rhône avec une passerelle qui fait 217 mètres et qui coûte 15 millions d'euros. La passerelle Simone de Beauvoir, c'est 21 millions d'euros. Alors c'est vrai, c'est un coût important, c'est pas un coût exorbitant. C'est un coût important, mais ce n'est pas un coût exorbitant, d'autant plus, et c'est là où on peut avoir une bonne surprise, je parle au conditionnel, le décalage du projet fait que nous pouvons, c'est vrai, nous inscrire dans les crédits européens et avoir à ce titre un cofinancement important. Donc, à partir de ce moment-là, personnellement, moi, je prends mes responsabilités. Et prendre ces responsabilités, eh bien, c'est de dire que cette passerelle, elle correspond à la vision du Cherbourg-Octeville de demain. Nous ne sommes pas... Alors, je sais bien, il y a eu ce débat pendant les élections municipales, mais ce débat pendant les élections municipales, d'une certaine façon, il opposait quoi? Deux vues de Cherbourg-Octeville. Une vue, vous m'excuserez, je ne veux pas caricaturer, non, on ne va pas refaire le débat, on ne va pas refaire le match, comme on dit, on ne va pas refaire le débat, mais notre souhait, c'est justement de permettre à Cherbourg-Octeville, à travers ce quartier des bassins, à travers ce projet intégré qui consiste notamment à relier par cette passerelle le centre-ville, le cœur historique à ce nouveau quartier, eh bien de permettre à notre ville et à notre agglomération de franchir un nouveau cap et de se projeter dans l'avenir. Donc, ce qui veut dire en clair qu'à partir du moment où on exprime une volonté politique, eh bien cette volonté politique, moi en tant que maire, j'en assume la pleine et entière responsabilité. Alors je sais que ça ne va pas être facile, vous allez sans doute peut-être mener la guérilla, si on peut employer cette expression, ou la guérilla administrative, mais sachez que moi je m'engage devant les Cherbourgeois pour leur dire que ce projet, c'est un projet qui est un projet emblématique, c'est un projet qui symbolise d'une certaine façon notre identité maritime aussi.
parce que c'est un ouvrage maritime, ne l'oublions pas. Et le fait de pouvoir franchir le bassin du commerce va permettre de réconcilier nos concitoyens avec ce caractère maritime qui est porteur d'avenir. Et je le disais tout à l'heure, ce que nous avons, nous, à apporter à la Normandie, c'est bien nos activités, c'est principalement nos activités maritimes. Ça sera pour notre territoire à la fois un marqueur, un facteur d'identification, et puis d'une certaine façon, ça sera peut-être, sur le plan symbolique, la capacité à créer une dynamique et un espoir. Donc voilà pourquoi moi j'assume mes responsabilités. Pour moi, la passerelle n'est pas négociable. Elle n'est pas négociable. C'est un élément qui est un élément consubstantiel de notre projet et de notre vision de Cherbourg-Octeville. Monsieur Huette, vous souhaitiez... Oui, je vais essayer de ne pas faire preuve de mauvais esprit, comme vous m'avez fait remarquer la dernière fois. C'était fondé. C'était fondé, oui, oui. Je vous remercie de le reconnaître. Oh, ben, si vous le dites, moi je vous crois. Hein. Vous n'avez pas l'habitude de mentir. Je suis quand même assez consterné. Vous parlez d'identité maritime. Alors, il reste quand même quelques personnes qui, à Cherbourg, je pense, ont remarqué que la mer était là depuis un moment. Et d'être obligé de construire une passerelle entre deux quais pour, on va dire, prouver au monde entier que Cherbourg a une identité maritime, c'est quand même un échec quelque part. Parce que ne caricaturez pas mes propos. Si ne caricaturez pas mes propos. Si ce qui avait dû être fait avait été fait dans les 40 ans qui viennent de passer, même avant, je pense que Cherbourg aurait toute son identité maritime, sans avoir besoin de faire une petite passerelle entre deux quais. Sur le fond de la passerelle, je vais vous dire qu'au fond, je ne suis pas franchement totalement contre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'habite le quartier du Val-de-Cère, j'y ai grandi, j'y suis né, bon, et je me suis longtemps battu pour que ce quartier se développe et prenne sa place dans la ville. C'est un peu plus le cas, on y fait des choses maintenant. Je me suis longtemps battu avec M. Carrère qui nous disait, vous savez, le quartier Est, ça sert à rien. Enfin bon, voilà, il n'y a pas de... Ne caricaturez pas. Monsieur Huette, ne tombez pas dans le travers du dernier conseil où vous personnalisez et faites rapporter des propos à des personnes, et en plus quand elles ne sont pas là. Donc c'est une méthode qui, à mon avis, au niveau de la rigueur intellectuelle, qui doit vous caractériser. Alors, si vous voulez prendre sur ce ton-là, je peux devenir tout d'un coup moins agréable et me fâcher. Non, mais... Je n'aime pas les leçons de morale, je ne vous en fais pas, et je n'aime pas qu'on m'en fasse. Donc j'ai le droit de m'exprimer, et je m'exprimerai le temps que je veux, et je dirai ce que je veux. Vous pouvez vous exprimer, mais de citer, entre guillemets, des propos de personnes qui ne sont pas là pour pouvoir infirmer ou confirmer. Monsieur Carrère disait à l'époque, entre autres, sur un sujet qui m'était, sur lequel je m'intéressais, la rénovation d'un orgue, que ce n'était pas une priorité, que ce quartier-là n'était pas un quartier culturellement très développé, etc. etc. Bon, ça a été fait, et je trouve que c'est très bien, ça a été fait, et je vous dis que ce quartier mérite d'être développé, c'est pour ça que je ne suis pas complètement, totalement opposé à la passerelle. Mais nous sommes quand même, me semble-t-il, on l'a vu dans les journaux et on le voit tous les jours au niveau de l'État et d'un certain nombre de difficultés financières dans notre secteur géographique, confrontés à des restrictions budgétaires importantes. Bon. Donc, quand j'ai assisté la semaine dernière à une réunion de quartier auquel je n'ai rien dit car je ne voulais pas en rajouter. C'était déjà assez houleux comme ça. Où on nous signale que dans ce quartier, justement, du Val-de-Cère, il y a de gros et graves problèmes de circulation et de stationnement notamment, dû à l'implantation d'un hôpital que l'on dénonçait déjà à l'époque, notamment au niveau du choix de sa situation géographique. On a fait le choix à l'époque de faire un hôpital dans un quartier où il n'y avait absolument pas de place et pas de stationnement. On le paye aujourd'hui. C'était sans doute une vision de votre part à l'époque, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que, quelque part, c'était une erreur. Il y avait d'autres choix possibles à ce moment-là. Certains les défendaient, même des gens plutôt de votre position. Les choix n'ont pas été pris. Aujourd'hui, on se rend compte que la communauté urbaine, entre autres, et les collectivités locales du coin, rechignent, ou ont du mal en tout cas, à essayer de boucler un budget qui permettrait de faire un parking dans ce quartier où on a vraiment un sérieux problème de stationnement. Bon. Ce parking, on a dit l'autre jour qu'il coûtait 6 millions en gros. Bon.
On va chercher des solutions de démolir tel ou tel. J'ai entendu qu'on allait démolir le centre Levallois pour faire un parking à la place. Enfin bon, pourquoi pas, je veux dire. Mais si on a des problèmes pour trouver 6 millions, pour résoudre un problème urgent que les Cherbourgeois vivent tous les jours, il y a plus de 1000 personnes, je crois, qui travaillent à l'hôpital. Il y a des milliers de navigations de voitures dans ce quartier-là tous les jours. C'est un problème crucial. Et on ne bouge pas. Pourtant, Bernard Cazeneuve l'avait promis aussi, ça. Et le problème devait être réglé. Le problème n'est pas réglé. Donc on ne trouve pas, dans certains cas, 6 millions d'euros qui permettent de répondre à une problématique quotidienne de centaines ou de milliers de personnes, et on va trouver, par hasard ou par chance, ou par volonté politique, ou par engagement. Alors je réponds à M. Lagarde, je suis content, visiblement, c'est un des premiers engagements tenus, c'est ça? Parce que vous avez l'air de dire que c'est quelque chose de pas très quotidien, donc c'est bien, il y aura effectivement un engagement de tenue, mais c'est peut-être pas le bon. Alors la passerelle, moi, si on se trouve, je finis, vous me répondrez après, Si on se trouve dans une ville riche, et qu'on veut faire des investissements de loisirs qui peuvent effectivement avoir un petit impact sur la commercialité des quais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais on n'est pas dans une ville riche, on est dans une ville où les gens souffrent, on est dans une ville où les gens ont l'impression de ne plus pouvoir rien faire à part payer des impôts. On est dans une ville où les quelques activités, on va dire, sympathiques qui pouvaient avoir lieu, et notamment la patinoire, ont disparu. On est dans une ville où, effectivement, on a fait un skatepark, très bien, je suis pourquoi pas pour aussi, mais avait-on besoin de faire un skatepark de cette ampleur-là alors qu'en comparaison, il y a un certain nombre d'autres jeunes du quartier et de la ville qui, eux, fréquentent l'école de musique, une école de musique qui, pour le moment, est en grosse difficulté, en réduction de moyens, dans des locaux qui ne sont pas franchement adaptés. Donc, je veux dire, vous avez votre vision, on a la nôtre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même qu'on n'a pas le droit d'être respecté, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même qu'on n'a pas le droit d'exprimer. Tout à fait. Donc, la passerelle, vous la ferez. J'ai peur, je pense, je souhaite que non, mais j'ai peur que dans 10, 5, 10, 15 ans, eh bien, on ait un retour négatif de cette passerelle, comme on a aujourd'hui un retour négatif de l'implantation de l'hôpital là où il se trouve, et X projets que vous avez voulu à tout prix développer, plus par idéologie que par service, qu'envie de mettre en place un service public de qualité, et on le paiera. Alors, j'ai envie de dire que ça fait 40 ans que vous gérez les finances publiques de cette collectivité relativement bien. On n'est pas très endetté, mais on n'a pas de grands projets. On n'a pas d'attractivité. Vous disiez tout à l'heure... Le quartier des bassins. Vous disiez tout à l'heure, une patinoire n'est pas attractive. Elle peut peut-être l'être dans un territoire ou dans une région comme la nôtre. Il y en a une à Caen, une à Cherbourg. Aujourd'hui, on s'est tiré une balle dans le pied en supprimant cette patinoire. On avait un club qui fonctionnait très bien, un club de hockey qui rayonnait, qui faisait parler de Cherbourg. On l'a tué. Et on s'entête à soutenir des projets qui n'ont pas tellement d'envergure, simplement parce que peut-être que le skate, pour le moment, ou les gens qui en font, qui ont envie d'en faire, sont peut-être plus proches de vous, politiquement. Mais si, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. Alors, vous savez, moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait plaisir, c'est qu'à chaque fois qu'on vous dit une vérité qui vous déplaît, vous faites « Oh !» Eh bien, c'est bien. Continuez. C'est qu'on ne parle pas pour rien. Voilà. Monsieur Bourdon, et puis ensuite, je pense... Merci. Non, je voulais juste répondre à Jean Lagarde. Donc, oui. sur 2 points. Donc, non, mais parce que je veux mettre un petit peu les choses au point, mais c'est pas grave du tout. Mais c'était pour les élections, bien sûr, il y a eu le choix de la passerelle, mais en fait, quand même, le débat était faussé puisque ça a été explosé le budget. Donc, oui, vous avez un peu raison, mais pas totalement sur ce point. Sinon, moi, ça me conforte dans le fait que nous côtoyons pas du tout le même public. Moi, j'habite les provinces. Je me demande comment le Front de gauche va expliquer aux gens des provinces que oui, je ne sais pas votre vote, je ne connais pas du tout à l'heure actuelle, mais savoir comment vous allez expliquer à la population que je côtoie tous les jours, puisque j'y habite, comment
Comment leur expliquer une passerelle à 4 millions? Ils n'en voient même pas l'utilité. Il faut savoir que les hélices, vous parliez d'une locomotive. Alors actuellement, on sait que c'est une locomotive à vapeur. Ce n'est pas le TGV pour tout de suite, puisqu'il y a beaucoup de commerces, d'emplacements de commerce disponibles. Donc voilà, moi les hélices, bon... Je ne suis pas un commerçant, je ne suis pas un économiste, mais moi je suis un simple citoyen, comme vous tous. De toute manière, qu'est-ce que je vois? Je rentre dans les hélices, il y a beaucoup de vacances. Donc je ne comprends pas quand vous parlez de l'attractivité et une passerelle. Je m'imagine mal une personne âgée traverser avec ses cabas et revenir. J'ai du mal à imaginer. Voilà. On ne doit pas avoir le même concept, la même vision des choses. Je ne sais pas, je ne vous comprends pas. Voilà. Ok. Monsieur Le Jamtel, justement. Et puis après, Monsieur Louiset, et puis on va peut-être clore le débat. Comme Monsieur Bourdon a pensé qu'on s'était un peu endormi et qu'on ne donnerait pas notre position, je vais satisfaire à sa demande. J'ai remarqué que l'éditorialiste du Financial Times, c'est quand même pas rien, il s'appelle Wolfgang Munchow et c'est pas forcément un journal qui, en règle générale, rend hommage à la gauche radicale, mais il l'a fait le 24 novembre. Il a dit en Europe, la gauche radicale, qu'on représente d'une certaine manière dans ce Conseil, a raison sur les éléments macroéconomiques de relance de l'activité. Il dit il faut qu'il y ait de l'investissement public et il faut qu'il y ait une restructuration de la dette. Bon, c'est son point de vue d'économiste, dont acte, mais ce sont deux éléments qu'effectivement nous défendons et vous verrez tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire les positions qui sont les nôtres et comment nous les argumentons. Donc ce qui est un investissement public et les leviers mis en œuvre pour que l'investissement public se fasse sont des éléments d'activité économique. Donc déjà, de ce point de vue-là, notre groupe est favorable à ce qui est de l'investissement public. Et cette passerelle est de l'investissement public, elle permet de l'activité, elle permet à des entreprises de travailler, donc c'est une bonne chose. Moi, je rejoins le point de vue de Madame Lemonnier qui consiste à dire que par rapport à cette ZAC des bassins et à ce renouvellement urbain, on est tout à fait dans une démarche... Enfin, c'est quelque chose qu'il faut terminer, puisque ça a été commencé. Donc il y aurait une contradiction et une incohérence à ne pas terminer par cette passerelle, qui est le dernier élément, qui consiste à relier, effectivement, l'Est et l'Ouest. Donc, sur le bien fondé de cette passerelle par rapport à comment a été pensée la ZAC des bassins, comment a été pensé le renouvellement urbain, nous sommes favorables à terminer ce qui a été commencé. Alors, sur la remarque sur les habitants du quartier des provinces, mais d'une certaine manière, la ZAC des bassins, le centre-ville, les quartiers n'ont pas vocation à être cloisonnés, c'est pas ce que vous dites d'ailleurs. Donc, le fait de créer des liaisons douces, d'avoir des déplacements, de permettre le plus possible de relier les différentes parties de la ville, ça me semble être une chose qui va dans la bonne direction. Et d'une certaine manière, on ne peut pas être... Enfin, nous, ce que l'on déplore, ce sont les politiques d'austérité et la baisse des dotations aux collectivités territoriales qui conduisent à un certain nombre de choix, à un moment donné, qui peuvent être défavorables aux personnes les plus vulnérables. Mais... franchement, faire de cette passerelle un emblème de la gabegie ou un emblème de l'absurdité de certains investissements, ce n'est pas notre position, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui représente les aménagements urbains, ça nous semble être des choses qui sont importantes. On regrette, par exemple, qu'il y avait eu un concours d'architecture il y a quelques années par rapport à la place Notre-Dame. Et c'est un bâtiment mixte qui devait être mis en place avec des parkings. Enfin, il y avait plusieurs étages à ce bâtiment-là et il y avait des parkings. Il y avait, tout en haut de ce bâtiment-là, des résidences pour personnes âgées. Il y avait des jardins partagés. Il y avait des services au rez-de-chaussée. Et il y avait tout un dispositif de circulation d'automobiles pour pouvoir rentrer dans le centre-ville et en sortir facilement, mais qu'il n'y ait plus de parking sur la place de Gaulle, de place de voiture sur la place de Gaulle et de place de voiture sur le centre-ville, là où il y a le forum. C'était un beau projet qui permettait de répondre à des questions urbaines que s'était posée la collectivité à cette époque-là, il y a une dizaine d'années. Ça coûtait à peu près 5 millions d'euros et pour des raisons budgétaires, ce projet n'a pas pu être mené à son terme et ça, nous regrettons que ce projet-là n'ait pas pu être mené à son terme.
Sur ce qu'a dit M. Huet, je crois, sur le projet de démolir la résidence Jean Levallois, on a posé une question diverse tout à l'heure qui sera traitée. On est tout à fait perplexe par rapport à ce projet-là, parce qu'effectivement, on se pose la question, comment se fait-il que la résidence Jean Levallois, qui est un bâtiment qui a été construit il y a une trentaine d'années et qui a été pensé quand même pour avoir plusieurs types d'activités, des crèches, des logements personnes âgées, enfin, c'était quelque chose multi-usage et qui avait donné lieu à un travail d'architecture très intéressant. Et là, on va peut-être démolir ce bâtiment-là pour régler le problème des places de parking d'hôpital, qui est aussi un vrai problème. On est assez perplexe par rapport à ça, d'autant plus perplexe qu'il y aurait un autre projet sur la ZAC des Bassins, qui serait un projet de résidence, un foyer junior par Nexity. Alors tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont encore, finalisées, mais effectivement, c'est des choses dont on entend parler. Voilà, donc sur les questions urbaines, on a un certain nombre d'interrogations, mais c'est vrai que sur la passerelle, elle coûtera plus cher, certes, mais cet investissement-là, on le votera. Voilà. D'accord. Juste un tout petit complément d'information. Le projet sur le parking Notre-Dame, il n'a pas été conduit à son terme pour des problèmes de fondation, parce que vous savez que on est sur un espace historique, avec un ancien cimetière notamment, donc ça suppose au niveau archéologique une très grande prudence. Monsieur Arrivé. Juste quelques mots pour aller dans le sens de Monsieur Le Jamtel. Effectivement, ça n'a pas été dit ce soir, mais c'est principalement des entreprises locales qui construiront la passerelle et dans le respect, bien sûr, de la réglementation en termes d'appel d'offres, mais on s'est félicité que des entreprises locales soient aussi en capacité de montrer un nouveau savoir-faire avec une telle réalisation. Voilà. Ok. Je propose juste un mot. Je partage l'intervention de Ralph Le Jamtel tout à l'heure. D'une certaine façon, on est sur un projet qui doit se terminer. Il fait partie d'une cohérence. Vous savez que quand on construit quelque chose, à un moment donné, on met toujours une clé de voûte. Eh bien, alors la clé de voûte, c'est vrai, il y a quelques fioritures, mais c'est ce qui fait aussi parfois l'identité d'une architecture. Et je suis sûr que cette passerelle, c'est quelque chose qui reliera, mais aussi dans le domaine du symbolique, sera une sorte de clé de voûte qui permettra justement de poser les fondations du Cherbourg de demain. Donc c'est pour ça que cette passerelle est pour nous un enjeu extrêmement important, c'est un enjeu déterminant. Sur cette délibération, qui vote contre? Ok, donc 9. Qui s'abstient? Délibération adoptée, moins le groupe de l'opposition retrouvé Cherbourg-Octeville. Délibération suivante. Oui, Monsieur Fagnan, il s'agit d'une délibération nettement plus consensuelle, puisqu'il vous est proposé d'autoriser le versement de subventions à des particuliers dans le cadre de l'accompagnement des ravalements de façades dans notre ville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.